Avez-vous déjà entendu parler de Gabriel Zucman? Sinon, mais que son nom de famille vous dit quelque chose, c'est normal, puisque en fin d'année dernière ou en début d'année, une nouvelle taxe à son nom avait été validée par l'Assemblée, et c'était donc une taxe qui visait à taxer du coup les ultra riches à hauteur de 2% de leur patrimoine. On va voir ensemble pourquoi même lui sait que ça ne va pas marcher. Nous continuons la discussion avec notre invité. C'est un passionné de piano, je crois, mais c'est pas pour ça qu'on l'a invité. Bonjour Gabriel Zuckman. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure. Vous êtes aussi le directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. On dit de vous que vous êtes la bête noire des ultra-riches. Le fisc français, on l'a entendu, n'évalue pas le nombre de ces ultra-riches. Qui sont-ils? Comment vous l'évaluez, vous? Dans la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en février et qui va être examinée au Sénat le 12 juin, c'est les 1800 environ foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. C'est une définition comme une autre, mais c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Alors déjà, premier problème, comment on le mesure ce patrimoine? Est-ce que les actions rentrent dedans, par exemple? Parce que dans ce cas, on imagine que je sois un quasiment ultra riche avec 99 millions d'euros. La majorité de mon patrimoine, c'est une entreprise. Ça va juste m'inciter à verser un maximum de dividendes et ne pas réinvestir. Déjà, premier problème. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que c'est la catégorie de la population pour lesquelles le taux effectif d'imposition, tout prélèvement obligatoire confondu, devient nettement inférieur au taux effectif des autres catégories sociales, des classes moyennes, des classes populaires, des classes moyennes supérieures. Donc c'est ça le problème aujourd'hui, c'est ça le problème qu'il faut résoudre. Ce que vous Est-ce que le problème, c'est pas le taux d'imposition des autres classes? Est-ce que la classe moyenne mériterait pas qu'on lui prenne pas la moitié de son argent? Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Vous dites, c'est il contribue moins, c'est régressif, c'est ça que disent les économistes. En France, comme vous le savez, on a un taux de prélèvement obligatoire qui dans l'ensemble est élevé, 50% environ du revenu national. Quand on essaie de calculer ce que payent les différentes catégories sociales, quand on ajoute tout, la TVA, l'impôt sur le revenu, la CSG, les cotisations sociales, peu ou prou, tout le monde paye 50%. Les classes populaires, les classes moyennes supérieures, les riches, sauf, il y a une exception, les ultra-riches, les centimillionnaires, pour lesquels le taux de prélèvement baisse à 27% environ, soit presque 2 fois moins. Donc ça vient du fait qu'ils se payent majoritairement en dividendes, parce que l'impôt sur le revenu, à leur niveau, c'est 45%. Rien que l'impôt sur le revenu, hein, sans compter les cotisations sociales. Donc, encore une fois, est-ce que le problème, c'est pas que les autres impôts sont trop élevés? La réponse est oui, hein, d'ailleurs. C'est bien ça le problème. Et alors vous défendez donc l'idée d'une taxe de 2% sur ce patrimoine au-dessus de 100 millions d'euros. Cette idée, vous l'avez défendue au G20, c'était à la demande du président du Brésil, Lula. Chez nous, donc ça inspire cette proposition de loi écolo qui arrive au Sénat, vous l'avez dit, jeudi prochain, Sénat majoritairement à droite. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle va arriver, qu'elle va advenir cette taxe Zuckman, qu'elle a une chance? Je pense elle finira par être adoptée. La question, c'est combien de temps ça va prendre. Vous savez, en 1909, la Chambre des députés a voté l'impôt sur le revenu à l'issue d'années, même de décennies de débats parlementaires. Et le Sénat, à majorité conservatrice, a bloqué pendant 5 ans, jusqu'en 1914, qui n'a pas forcément été de nature à bien préparer la suite. Là, la question, c'est est-ce qu'on va perdre de nouveau 5 ans ou est-ce qu'on y va? Je ne vous fais pas de rappel d'histoire, je pense que la date de 1914 vous dit quelque chose. Et pour rappel, par contre, l'impôt sur le revenu était censé être un impôt temporaire. On attend toujours l'aspect temporaire de l'impôt. C'est un objectif sur lequel on peut tous être d'accord. Bien sûr, dans les démocraties, il y a un débat à avoir sur le bon niveau de progressivité. Mais là, ce dont on parle, ce n'est pas de créer de la progressivité. C'est Ça ne marche évidemment pas, l'impôt progressif. Ce qui est extraordinaire avec les gens qui refusent même d'envisager les réductions des dépenses sociales, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils demandent encore plus de la même chose qui nous a mis dans la situation actuelle. L'État fait de la merde depuis 50 ans, il faut évidemment encore plus d'État pour qu'il puisse faire encore plus de la merde. C'est insupportable, ces trucs. c'est d'effacer
la régressivité qui Alors- existe aujourd'hui. C'est-à-dire, vraiment, très concrètement, pour que les gens comprennent, ce que ferait cette mesure, c'est pas le grand soir fiscal, c'est juste s'assurer que les milliardaires ne payent pas moins de taxes Mm. que leur secrétaire ou leur chauffeur. Et vous Dans ce cas, tu mets une flat tax pour tout le monde, et voilà. C'est ça l'égalité. Si tu veux être un vilain communiste, tu mets des impôts progressifs qui ne marchent évidemment pas, comme ce qu'on a en face des yeux, et là tu promeus l'équité, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Vous dites qu'il y a consensus. Alors il y a consensus en effet sur le fait que sans doute ils paient moins de taxes que leurs chauffeurs. En revanche, il n'y a pas consensus sur le fait que tout le monde va y aller. Et c'était ça la réponse sur TF1 d'Emmanuel Macron. Il dit: est-ce que vous pensez que si on le fait seulement en France, les gens vont gentiment rester chez nous pour être taxés? Vous, Gabriel Zucman, vous pensez que oui? Le chef de l'État dit non, et le gestionnaire de fortune qu'on vient d'entendre dans le reportage, il dit: ah bah non, ils vont partir. Oui, alors la question de l'exil fiscal, bien sûr, il faut la prendre au sérieux. Et la meilleure façon de la prendre au sérieux, ce n'est pas d'interroger les gestionnaires de fortune sur le sujet, mais c'est de se pencher sur les études universitaires, académiques sur la question. Toutes On passera sur le mépris du gestionnaire de fortune, mais... les études aboutissent à la même conclusion, qui est la suivante. L'exil fiscal, il n'est pas nul, mais il est rare. Quantitativement, c'est faible. Je vais vous parler d'une étude, par exemple, la meilleure qui a été réalisée récemment par Camille Landais, ex-président délégué du Conseil d'analyse économique, et ses collègues. Ils ont étudié le cas du Danemark et de la Suède, et ils ont montré qu'un changement de 1% de l'imposition des grandes fortunes se traduit à très long terme par un exil fiscal de 2% de la population concernée. Donc 98% restent, 2% partent à très long terme. Monsieur Zuckman, regardez, je sors ma petite calculette, je la mets juste à côté de votre visage. Disons qu'il y a 100 personnes concernées par ce nouvel impôt qui payent 100 euros. Waouh, 10 000 euros. Maintenant, prenons 98 personnes, 2% en moins, qui payent 101 euros, 1% en plus. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est plus faible? Non mais j'ai dû me tromper. 98 fois 101. Ah bah non, c'est bien ça. Mince. La bête noire des ultra-riches n'a jamais entendu parler de la courbe de l'affaire. Ou alors, il sait pas compter. Mais surtout, très important, quelles sont les conséquences de cet exil? Une baisse de l'emploi agrégé de 0,05% et une baisse de l'investissement de 0,07%. C'est très faible. Alors, les pourcentages lui épargnent une question compliquée. Parce qu'en France, on a 30 millions d'actifs. Donc s'il y a une hausse de 1% et que ça fait 0,05% de chômage, s'il y a une hausse de 2%, ça fait 0,1% de chômage en plus. Est-ce que Monsieur Zuckman est capable d'assumer ses dires, comme ça en face de la caméra, et dire qu'il veut 306 000 chômeurs en plus en France? C'est donc cela la défense du prolétariat par la gauche actuelle? Parce que oui, bon, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la loi Zuckman a été très fortement appuyée par LFI, évidemment, notamment par Monsieur Bompard, qui, manifestement, sait toujours pas compter. Hein. Après un doctorat de maths, c'est quand même un peu con, mais... Alors peut-être que l'exil ne serait pas le problème. En revanche, l'impact sur l'image de la France, l'attractivité, on s'est donné beaucoup de mal quand même pour faire venir des grandes boîtes étrangères. Est-ce que ça peut pas donner, cette taxe Zuckman, un effet Cuba sans le soleil, comme disait Emmanuel Macron de la taxe à 75% de François Hollande? Là, on ne parle pas de taxation des entreprises. Hein. Les entreprises ne sont pas concernées. Rien ne va changer pour les multinationales étrangères. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui va faire l'attractivité de la France au XXIe siècle? C'est pas d'offrir des taux zéro comme un vulgaire paradis fiscal pour les milliardaires. Il y a vraiment que la gauche pour utiliser le mot de paradis de manière négative. Hein. C'est vrai que l'enfer fiscal français, c'est beaucoup mieux. On est très heureux en France. C'est au contraire la qualité de nos infrastructures publiques, de nos services publics, de notre santé, de notre éducation. Et pour ça, on a besoin de recettes fiscales. On n'a pas besoin d'austérité, on n'a pas besoin de couper les budgets. On arrête avec le mot austérité. On n'a pas les moyens de dépenser tout ce qu'on dépense. Ah, il me gonfle, ça y est, je commence à m'énerver là.
On a besoin, le gouvernement nous dit, même si c'est discuté, bien sûr, contesté, de trouver 40 milliards. Est-ce qu'on va les sabrer dans les services publics ou est-ce que simplement on va mettre en œuvre un dispositif anti-abus qui aille chercher l'argent de façon extrêmement ciblée chez ceux qui non seulement sont extrêmement fortunés, ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, mais chez la partie de cette population qui aujourd'hui paye moins de 2% de son patrimoine en impôts à cause... Mais qu'est-ce que c'est que cette mesure? Payer moins de 2% de ton patrimoine, enfin, ce qui compte, c'est le revenu, monsieur Zuckman. cause de l'optimisation fiscale. Pour lutter contre les abus, le gouvernement, lui, il a une autre proposition. L'année dernière, il a fait une contribution différentielle sur les hauts revenus. Et cette année, enfin, pour 2026, il planche à Bercy sur un dispositif anti-optimisation. Alors, je sais que vous êtes reçu à Bercy, hein, vous vous êtes consulté. Est-ce que ce dispositif anti-optimisation, ça vous paraît satisfaisant comme idée? Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais le meilleur moyen de lutter contre l'optimisation, c'est la simplification du système. Tu ne peux pas optimiser sur une flat tax. Toute la question, c'est à quel taux? On parle tous de la même chose, hein, c'est-à-dire, et d'ailleurs je salue les progrès et l'évolution de la discussion sur ces sujets. Tout le monde est d'accord qu'il y a un problème d'optimisation parmi les On l'a milliardaires. dit. Tout le monde est d'accord que le mécanisme le plus puissant pour s'attaquer à ce problème, c'est le mécanisme de taux plancher ou de taux minimum, parce que ça vient s'attaquer à toutes les formes d'optimisation. Non, je ne suis pas d'accord. Le meilleur mécanisme pour lutter contre l'optimisation, ce n'est pas le taux plancher, c'est le taux unique. Quelle qu'elle soit. Troisièmement, maintenant, tout le monde comprend que pour que le taux minimum fonctionne, il faut qu'il soit exprimé en pourcent, non pas du revenu, car le revenu est très facilement manipulable, mais en pourcent du patrimoine. Et le patrimoine, ça ne se manipule pas, on n'en a jamais entendu parler. Et Et vous maintenant, mettez l'outil de travail dans le alors, patrimoine. tout le patrimoine, au-delà de 100 millions d'euros. C'est l'outil ça de qui fait travail, hurler le patronat. oui, hein. mais le four du boulanger, si vous voulez, n'est pas concerné par définition. Pour l'instant, On ne va taxer que les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. indexé sur l'inflation ou pas d'ailleurs, ces 100 millions d'euros là? Parfois, les gens définissent l'outil de travail comme étant la détention de beaucoup d'actions. Oui, mais le patrimoine des milliardaires, c'est que ça. D'accord? Donc si vous excluez l'outil de travail, vous exonérez 100% de leur fortune. Et Il le sait que sa loi c'est de la merde en fait. Il le sait. J'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit, il pointe tous les défauts qu'il y a dedans. Il le sait qu'il n'y a plus la merde sa loi. Et c'est le problème fondamental avec le dispositif proposé par le gouvernement, qui propose un taux minimum de 0,5, mais excluant le patrimoine professionnel, c'est-à-dire 90% du patrimoine des personnes concernées. Donc en fait, le taux réel n'est pas 0,5%, mais 0,05%, quand nous, on propose 2%. Donc il y a juste un écart de 1 à 40. D'un côté, on a un dispositif, le taux plancher de 2%, qui peut rapporter de l'ordre de 20 milliards d'euros. Je ressors la calculette. Et non, ça ne rapportera pas d'argent. Dommage, ça en fera perdre. Pas tout à fait négligeable dans l'équation budgétaire actuelle. De l'autre, on aurait quelque chose qui rapporterait 40 fois moins. Alors, dans l'équation budgétaire actuelle, il y a ceux qui vraiment disent c'est bon, Gabriel Zuckman, on est déjà les champions du prélèvement obligatoire, vous n'allez pas nous rajouter une taxe. Et qui cependant veulent trouver des solutions. Ils disent on va regarder du côté des dépenses. Si on faisait des dépenses publiques mieux ciblées, si on faisait en sorte qu'elles ne bénéficient pas aux plus aisés, par exemple, qu'on rognait des niches, qu'on désindexait les super retraites, est-ce que ça c'est suffisant? Oui, écoutez, c'est un peu d'une certaine façon, ce que proposait de faire Musk. Enfin, c'est toujours facile de dire on va faire baisser les dépenses, et puis après, quand ils sont au pouvoir et qu'ils essaient de les faire baisser, finalement, qu'est-ce qu'il a récupéré Elon Musk avec son Doge? Peanuts. Bon, il a esquivé la question, pas très étonnant. Parce que prendre l'exemple d'une fois où ça marche pas, bon, ouais. Très peu de choses. Surtout, ce que je voudrais dire, c'est que, évidemment, on va tous devoir faire des efforts, compte tenu de la situation dégradée de nos finances publiques. Mais ça va être très difficile, sans doute impossible, de demander à qui que ce soit de faire des efforts avant que les ménages ultra riches, et qui aujourd'hui payent très peu, soient pas un petit peu davantage mis à contribution. C'est-à-dire que c'est une condition nécessaire. Non, ce n'est pas une condition nécessaire. Celui qui doit faire les efforts en premier, c'est l'ogre qui nous sert d'État, monsieur Zuckman. Il l'a dit tout à l'heure, même les classes moyennes se font bouffer 50% de leurs revenus par l'État. Ce n'est pas normal. Surtout pour alimenter des retraites.
Voler l'argent des actifs pour le donner aux vieux, c'est pas normal. Pas suffisante, mais nécessaire à toute autre forme, que ce soit de réforme fiscale ou de réforme des dépenses publiques. Lorsque le Conseil d'orientation des retraites, c'est l'actu ce matin, le Conseil d'orientation des retraites qui dit bah, ma préconisation, vu le déficit, ça va être de faire travailler tout le monde jusqu'à 66 ans et demi. Vous en pensez quoi? Bon, je pense que ce qui est très important, c'est pas de travailler plus, c'est d'augmenter la productivité Avec quelle recherche? Avec quelle innovation? du travail. C'est ça l'évolution historique au cours du XXe siècle, c'est on est devenu de plus en plus productif en travaillant non pas de plus en plus, mais de moins en moins. C'est Grâce à l'innovation. cette tendance-là qu'il faut poursuivre. Et pour continuer le progrès vers la productivité du travail et à terme plutôt moins de travail, la réduction du temps de travail, il faut investir massivement dans nos services publics, dans notre éducation, dans notre recherche, Hmm. dans notre université. C'est bien mignon tout ça, mais ça arriverait quand? Parce que là, il y a un problème qui est très réel, qui existe aujourd'hui, et il nous dit qu'il faut attendre 10 ans avant que ça soit réglé. Dans 10 ans, la France a fait faillite, mon pote, hein. Quand on regarde l'étude Capgemini et toutes les études, en fait, et vous l'avez même dit tout à l'heure, sur les ultra-riches, cette semaine, il y a eu cette étude de Capgemini. On voit que la fortune vient de la bourse, vient des actions. Visiblement, c'est ça qui fait les super riches. On se dit, est-ce que finalement, la financiarisation de l'économie, on ne devrait pas, nous Français, nous dire que c'est une opportunité et tous aller se mettre dans des fonds de pension et acheter des actions? Je pense que c'est plutôt une loi générale des économies capitalistes, c'est-à-dire c'est partout le cas que plus vous montez dans l'échelle du patrimoine, plus la part du patrimoine financier est importante, et au sein de ce patrimoine financier, la détention d'actions, qui est en fait le véritable pouvoir économique dans nos sociétés Donc comment on fait pour démocratiser encore plus l'accès à cet outil d'enrichissement? de marché. C'est le cas, et la question c'est comment est-ce qu'on permet à ce pouvoir-là de se démocratiser plutôt qu'il ne soit que dans les mains de quelques personnes, que effectivement plus de Français aient accès en partie à ce pouvoir. Bah réponds à la question. Répondez donc, monsieur Zuckman. C'est pas très dur. Promis. Si je vous écoute, les fonds de pension, ça vous paraît une bonne idée? Alors, je signale que vous connaissez bien la société américaine, vous avez enseigné à Berkeley, vous y enseignez encore toujours quelques mois l'été. Ça vous paraît intéressant pour les retraites, les fonds de pension? Non, mais c'est un non-débat, si vous voulez, parce que la transition entre le système de répartition qu'on a à la française et un système de fonds de pension, c'est impossible. En tout cas, à court terme et même à moyen terme. Ça se prétend économiste, hein. C'est... Apparemment, il donne des cours aux États-Unis. Bah, j'espère que Berkeley ne va plus jamais l'embaucher. Et qu'ils vont demander un remboursement, parce que... Quelle calamité, ce mec! Un terme très difficile. Là, c'est pas la question du moment. La question du moment, c'est on a besoin d'une mobilisation très forte pour que le 12 juin, nos sénateurs entérinent le vote qui a eu lieu à l'Assemblée. Bon, et après, il change de sujet, j'en ai... voilà. J'ai eu ma dose. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.